Buenos días. Tengo la satisfacción de presentar a la conferenciante de esta mañana, que pertenece a una universidad de Rouen, con la cual la Facultad de Derecho de Zaragoza no ha tenido muchas ocasiones de ponerse en contacto. C'est la première fois et je me réjouis de tout cela. La profesora pertenece o tiene un currículum verdaderamente impresionante, profesora de Derecho Constitucional, pero con un matiz y con una insistencia que es muy interesante desde el punto de vista, sobre todo, europeo. Bajo la dirección del profesor Franck Moderne, mon ami, il vit encore. Il vit encore. No. Él ha obtenido el doctorado en Derecho en París I, con una tesis sobre la resolución de los conflictos entre los derechos fundamentales de derecho constitucional comparado. Tesis que ha recibido un gran número de recompensas, de premios en Francia. Ha sido una tesis verdaderamente triunfante en este orden de cosas. Durante 13 años ha sido maître de conférence, es difícil de traducir en español, digamos profesora, maître de conférence, en la Universidad de Rouen. Durante 11 años, director de Relaciones Internacionales de la misma. Director del máster Erasmus Mundus, Pratique Européen du Droit. Así que durante 5 años, director del máster Droit International Européen. Desde 2007 ha dado cursos en las universidades europeas y fuera de Europa extraordinariamente numerosos. Hannover, Roma III, Lisboa, La Sapienza italiana, Lituania, Sassari, Nápoli. Incluso como estudiante ha asistido a una universidad india, ce pays lointain, mystérieux, mais très intéressant d'un point de vue juridique. Et aussi también a una universidad marroquí de Fès. Peut-être, je ne sais pas si c'est la même chose pour le français, por los españoles. España y Marruecos, estamos muy cerca, nos conocemos. Desde el punto de vista jurídico hay intentos, hay incluso tesis doctorales, hay profesoras en esta facultad que se han especializado en el derecho marroquí. No sé si llegamos, a pesar del gran número de marroquíes que tenemos ya ciudadanos españoles, ustedes tienen muchos más. Très interesante conocer el derecho musulmán. En ce moment-là, peut-être on pourrait dire pourquoi une professeure de droit public est présentée par un professeur de droit privé comme moi. Alors, il y a une erreur, il y a peut-être une audacité de la partie des organisateurs. Bon, je crois qu'il y a des motifs vraiment intéressants, vraiment réels, parce que quand on fait une réflexion, le droit comparé naît dans le Congrès international de Paris de 1900. En ce moment-là, le droit comparé est né. C'est une science auxiliaire et c'est une science qui s'est répandue dans toute l'Europe continentale et maintenant on peut dire que dans tout le monde occidental. Et aussi à tout le reste du monde parce que à travers la circulation des modèles. Bon, alors l'importance des droits internationaux, c'est tout à fait réel. Il y a eu plusieurs générations de comparatistes français. Les premiers sont les Français,
Il faut avouer tout cela. Mais maintenant, il y a une génération tout un peu différente de la grandeur de la France, etc., qui travaille pour le droit comparé. Et elle considère que dans ce siècle, cette idée que vous avez exprimée dans Erasmus Mundus, qu'est-ce que ça veut dire Erasmus Mundus? Vous avez donné à ce programme répandu chez nous une vision, je pourrais dire, écuménique, vous savez, universaliser le droit. C'est pour cela, mais aussi il y a un caractère de votre activité, c'est votre spécialisation dans le droit italien. Alors, vous connaissez au fond, vous essayez au fond, vous faites ce qu'on appelle la macro-comparaison. C'est difficile de faire la macro-comparaison. Vous essayez, vous pouvez approfondir. Alors, et avec tout cela, je suis d'accord. Et merci, madame, de venir ici. Je crois qu'elle a fait un grand effort que nous devons remercier. Même elle va parler français, mais elle a utilisé tous les moyens pour que tout le monde puisse seguir mejor la exposición francesa, teniendo todos la traducción española. Muchas gracias. Merci beaucoup, monsieur. Gracias, señor presidente. Buenos días. Siento no poder presentar esta comunicación en español, ya que no hablo esta hermosa lengua. Será para la próxima vez, como j'espère. Es poco tiempo para todo lo que desearía deciros. Quiero agradecer mucho a Maite Teresa Alonso por su invitación. Et le reste, je vais parler en français, en espérant que vous me comprendrez. Alors, nous allons voir 2 points ensemble. Le premier, sur le logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qui traitera du droit français. Et puis un second point, sur la protection du domicile, dernier rempart contre la vulnérabilité sociale, qui analysera le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, bien sûr sur le droit français, mais aussi potentiellement sur les 47 États membres du Conseil de l'Europe, dont évidemment l'Espagne. Alors le premier point, le logement décent, objectif à valeur constitutionnelle. En France, le droit au logement a fait l'objet de nombreuses revendications et elle s'est faite en plusieurs étapes. Le Code civil a commencé par instaurer une logique contractualiste. Donc le propriétaire met à la disposition du locataire un logement, moyennant un prix convenu, le loyer, et le défaut de paiement de ce prix, judiciairement constaté, justifie l'expulsion pure et simple. Ensuite, un droit à l'habitation a fini par être consacré en tant que droit social sur le fondement politique des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution précédente, celle actuelle. Vous avez le texte du préambule. Plus tard, ce droit à l'habitation a été consacré en tant que droit fondamental par la loi du 22 juin 1982, une loi relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Puis un droit au logement est reconnu par la loi du 6 juillet 1989. Enfin, la loi du 31 mai 1990 dispose que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. Toutefois, la jurisprudence n'a pas été audacieuse en matière de logement. D'abord, le Conseil constitutionnel s'est jusqu'à présent borné à concéder très prudemment que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. Nous, on l'appelle OVC, objectif à valeur constitutionnelle.
dans sa décision du 19 janvier 1995. Alors une petite explication ou un petit rappel pour les constitutionnalistes d'entre vous. Le Conseil constitutionnel a consacré des principes, dénommés principes à valeur constitutionnelle, comme par exemple la continuité de l'État, la continuité du service public ou la dignité humaine. Ces principes sont découverts par lui, donc, par le biais d'une interprétation très constructive à partir du préambule toujours de cette Constitution de 1946. Ont alors été dégagés des objectifs à valeur constitutionnelle, objectifs imposés au pouvoir public qui peuvent apporter des limites à d'autres libertés. Par exemple, l'ordre public peut limiter la liberté individuelle ou la liberté d'aller et venir. Ces objectifs à valeur constitutionnelle ont donc un rang inférieur aux principes constitutionnels. Donc l'objectif à valeur constitutionnelle n'a pas le caractère de la catégorie liberté fondamentale, au sens du Code de la justice administrative. Et donc il ne peut pas être utilement invoqué par le requérant à l'encontre d'une décision le touchant. Le Conseil constitutionnel a continué à consacrer la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent en tant qu'objectif, et non pas principe, à valeur constitutionnelle, dans sa décision du 29 juillet 1998, donc 3 ans plus tard, dans une décision sur la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Alors, s'il appartient au législateur de mettre en œuvre cet objectif constitutionnel, et s'il peut apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à une double condition. Première condition, que celle-ci n'ait pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés. Et seconde condition qu'il doit respecter, c'est qu'il doit sauvegarder la liberté individuelle. Alors, un mot sur les caractéristiques de la décence. On a parlé de logement décent. La décence, elle est définie par la loi, même par 2 lois, une loi de 89 et une loi de 2002. 3 principes permettent d'évaluer cette conformité d'un logement aux caractéristiques de décence. Alors, un logement donc dit décent doit comporter les conditions suivantes: ne pas présenter de risques manifestes pour la sécurité physique des occupants, pour la santé des occupants, et il doit comporter des équipements habituels permettant d'y vivre normalement. Donc ce droit au logement décent n'est en réalité pas un droit, c'est un objectif justifiant une politique d'aide au logement et d'amélioration qualitative de celui-ci. Le Conseil constitutionnel lie souvent, fait un lien entre la question du logement décent et la notion de dignité humaine. Il l'a encore fait très récemment dans une décision du 22 janvier 2016, il y a donc 2 ans, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité. Là aussi, petit rappel de droit constitutionnel. Cette question prioritaire de constitutionnalité, c'est donc le droit reconnu par l'article 61.1 de la Constitution à toute personne qui est partie à un procès de soutenir qu'une disposition législative, qu'on va lui appliquer donc, qui est déjà entrée en vigueur avant la réforme constitutionnelle de 2008, du 23 juillet 2008, ce n'était pas possible. Mais depuis, c'est possible. Donc une loi déjà entrée en vigueur porte atteinte aux droits et aux libertés reconnus dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel, qui est saisi sur renvoi soit du Conseil d'État, soit de la Cour de cassation, qui font une forme de filtre, se prononce si c'est contraire à la Constitution ou pas cette loi, et, le cas échéant, abroge la disposition législative. Donc ça, c'était juste un petit rappel. Dans une autre décision, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du Code du travail qui prévoit, par une loi de 2014, qui impose aux maîtres d'ouvrage de se substituer aux sous-traitants dans l'hypothèse où ce dernier ne remplit pas son obligation
d'offrir à ses salariés un hébergement collectif compatible avec la dignité humaine. Alors, pourquoi ces dispositions sont conformes à la Constitution selon le Conseil? Parce que cette obligation n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à la réalisation de cet objectif, et deuxièmement, ne comporte pas la méconnaissance du principe de responsabilité. Il ne constitue pas non plus une rupture caractérisée avec l'égalité devant les charges publiques. Cette obligation pourrait se résoudre en une simple garantie d'un logement décent pour les travailleurs donc. On trouve ce même lien avec la dignité humaine dans le Code pénal, lorsqu'il dispose, vous avez l'article, le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur à des conditions de travail ou, et c'est ça qui nous intéresse, d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. C'est puni donc de 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Même lien encore avec la dignité dans les textes relatifs aux sans-abri, ceux qui n'ont pas de logement, ce que nous appelons les SDF sans domicile fixe. Donc ces textes qui tendent à garantir un logement conforme à la dignité, aussi bien qu'un logement décent. Alors, le Conseil, ça c'était pour le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, de même que le Conseil constitutionnel, a décidé que le droit au logement n'est pas consacré comme un principe à valeur constitutionnelle. C'est une décision de 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin. Alors, il s'agissait de quoi? Du rejet d'une demande d'injonction au préfet de la Haute-Vienne de prendre à l'égard d'une famille les mesures nécessaires en vue d'assurer le logement de cette famille immédiatement. Et le refus du préfet ne peut être présenté comme une violation d'une liberté fondamentale, puisqu'il ne s'agit pas d'un principe à valeur constitutionnelle. Alors, la situation était celle-là, mais le législateur va opérer un changement de perspective important en introduisant dans le droit français un droit au logement reconnu opposable, que nous, on va appeler DALO. On aime bien les petits noms. On va l'appeler DALO, D-A-L-O, droit au logement opposable. Alors, on va voir ce premier point avant de voir l'urgence, parce que ce sont deux aspects différents. Donc, ce droit au logement opposable, ce DALO, c'est la loi du 5 mars 2007 qui va proclamer le droit au logement comme étant un droit opposable. Et ça va être codifié dans le Code de la construction et de l'habitation. Alors, avant la loi de 2007, on va voir avant-après. Avant la loi de 2007, le contrat de bail plaçait sur un pied d'égalité juridique le débiteur, le locataire, qui était donc débiteur du loyer, et en même temps créancier d'un droit à occuper le logement. De l'autre côté, sur un pied d'égalité, il y avait le propriétaire, créancier du loyer, mais débiteur de l'obligation de jouissance paisible du logement. Or, la loi de 2007 va accorder aux personnes résidant en France un double droit de saisine. Ils vont pouvoir saisir d'abord, dans un premier temps, à titre amiable, une commission de médiation donc, qui va intervenir auprès des municipalités, des communes, pour loger les personnes concernées. Ensuite, s'il y a échec de cette première phase amiable, ils vont pouvoir saisir le président du tribunal administratif dans le cadre, cette fois, d'un recours contentieux. L'objectif de ce recours contentieux est de contraindre l'État à fournir un logement aux demandeurs, au besoin sous astreinte, c'est-à-dire donc sous la menace d'une sanction, d'une pénalité, lorsque l'État n'assume pas son obligation. Cette loi fait donc de l'État le garant et le débiteur d'un droit effectif au logement. À la suite de cette loi, le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, donc en urgence, le 20 mai 2008, a pour la première fois jugé que le droit au logement devait être concrétisé, que les mots ne suffisaient plus. Ainsi, les personnes remplissant les critères du droit au logement et qui ne se sont pas vues proposer de solution
peuvent déposer des recours devant le tribunal administratif contre l'État. Donc en France, l'État est garant de la mise en œuvre pratique du droit au logement opposable. Le juge administratif a posé le principe d'une obligation de résultat, logement ou relogement, à la charge de l'État, sans aucune possibilité d'exonération. Alors, le deuxième aspect que je voulais voir avec vous, c'est l'urgence. C'est ici, à nouveau, on va retrouver le principe de dignité de la personne humaine qui va présider à l'urgence. On retrouve ce principe de dignité humaine dans la loi relative à l'habitat, qui est une loi du 21 juillet 1994, qui va définir les caractères du logement d'urgence. Ensuite, il va y avoir une évolution dans la jurisprudence, cette fois, en 2012, sur l'hébergement d'urgence, qui va être consacré en tant que liberté fondamentale, cette fois, par le juge des référés, le Conseil d'État jugeant en référé. C'est une ordonnance importante, donc c'est l'ordonnance Karamoko contre ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, ministère qui, entre-temps, n'existe plus. Donc cette ordonnance Karamoko va consacrer une nouvelle liberté fondamentale, au sens du Code de la justice administrative. C'est le droit à l'hébergement d'urgence. Cette ordonnance est très importante, évidemment, pour toutes les personnes sans abri, les SDF, celles qui n'ont pas de toit, qui, pour la première fois, se voient reconnaître une voie de recours efficace, qui est le référé liberté, qui n'existe que depuis les années 2000. Afin de faire valoir, donc, un droit inconditionnel et immédiat à l'hébergement d'urgence. Cette loi, d'ailleurs, va être codifiée par une loi du 25 mars 2009 dans le Code de l'action sociale et des familles. Simplement, le texte dit ceci. Toute personne sans abri, et c'est là que vient une condition, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Donc on comprend que ce ne sont pas tous les sans-abri, mais seulement ceux qui sont en détresse. Et donc cette notion restait à définir par la jurisprudence. Alors nous avons, par exemple, un arrêt du Conseil d'État du 2 avril 2012, à qui il était demandé d'annuler une ordonnance en référé du tribunal administratif de Paris, refusant d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France d'orienter un requérant vers une structure d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 € par jour de retard, au motif que le requérant a été pris en charge dans des foyers d'hébergement d'urgence, chaque fois qu'il en a fait la demande, et chez nous c'est le 115, on appelle le 115, et, deuxième raison, une évaluation par un travailleur social a conclu à l'absence de détresse médicale, psychique ou sociale. Résultat, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance. Et pour finir sur la jurisprudence française, le 22 avril 2013, un arrêt du Conseil d'État rappelle que l'hébergement doit constituer une étape au logement autonome. Alors maintenant, nous allons voir la seconde partie, qui est le contrôle par la Cour européenne de ce système, mais aussi de tous les autres systèmes, y compris du vôtre. Donc c'est la protection du domicile, dernier rempart contre la vulnérabilité sociale. Donc on va voir quelles sont les exigences en matière de domicile. Ici, c'est donc l'article 8 qui va être l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui va être notre base juridique, mais il existe d'autres articles intéressant la vulnérabilité sociale. Donc, il y a l'article 1er du protocole 1er sur le droit de la propriété, le droit des biens, pour les questions des allocations sociales. Il y a aussi l'article 14 en matière de discrimination ou l'article 3 de la Convention sur les conditions, lorsque les conditions de vie sont tellement dégradées qu'elles constituent un traitement inhumain et dégradant. Alors, en guise de transition entre les deux parties, on va voir ce que la Cour européenne pense de ce fameux DALO, de ce droit au logement opposable, puisqu'il y a un arrêt qui juge le droit français, pour savoir s'il est conforme à la Convention. C'est l'arrêt Chocontio-Rapi contre France du 9 avril 2015. C'est un arrêt récent. Alors cette madame Chocontio-Rapi est une
camerounaise qui vit avec sa fille et son frère dans un logement dans la région parisienne, la plus à risque, qui est jugé insalubre par la commission de médiation de Paris, laquelle va placer la famille sur une liste prioritaire pour être relogée en urgence, dans le cadre de cette fameuse loi Dallot, que nous avons vue tout à l'heure, la loi de 2007. Malgré l'obtention d'une décision du tribunal administratif de Paris, qui enjoint, qui donne une injonction au préfet de la région d'Île-de-France, sous astreinte de 700 € par mois de retard, de reloger cette famille, la décision est demeurée sans effet, puisqu'elle n'est pas relogée. Alors, elle décide en 2012, sans doute aidée par une association et bien conseillée, d'aller vers la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est ici qu'intervient la Cour et qu'elle est sévère avec les États, puisqu'elle refuse que le gouvernement fasse valoir un manque de ressources financières pour expliquer que, ou même physique, il n'y a pas de logement, surtout dans la région parisienne, pour expliquer que la requérante n'a toujours pas été relogée plus de 3 ans et demi après le prononcé du jugement. Et ce, alors même que la demande devait être satisfaite avec une urgence particulière. Le juge l'avait indiqué. La France a donc violé l'article 6, cette fois, paragraphe 1er, celui relatif au droit au procès équitable. Cette décision contraint donc le gouvernement français à la cohérence. Une fois qu'on a adopté ce droit au logement opposable, il faut le mettre en action. Et par exemple, nous avons 51 000 familles dans la région parisienne reconnues prioritaires Dallot à reloger. Et surtout, évidemment, la question des mineurs isolés, et la question ici des mineurs isolés provenant de la migration est encore évidemment plus délicate. Et tous les sans-abri que l'État français devrait reloger. Alors, quelles sont les autres exigences européennes en matière de protection du domicile? Donc, petite remarque de vocabulaire, les autres en ont parlé hier. L'article 8 parle bien de domicile, alors que le droit français parle plutôt de logement. La Cour européenne va dire que cette notion de domicile est autonome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne dépend pas de la qualification en droit interne, ni français, ni espagnol, ni allemand, et que donc elle ne dépend pas de cette qualification de légal ou illégal dans nos droits à nous. Elle est autonome. Donc, la question de savoir si un lieu dans lequel on habite constitue bien un domicile, ce qui est un enjeu important, puisque si c'est un domicile, l'article 8 s'applique. Si ce n'est pas un domicile, l'article 8 ne s'applique pas. Il provient de quoi? Des circonstances factuelles, donc de chaque cas pris indépendamment l'un de l'autre. Et notamment, la Cour va regarder les liens continus et suffisants entre un lieu et les personnes. Là, il ne semble pas, quand on regarde la jurisprudence, que le domicile pour la Cour se limite à des résidences légalement établies. Et ça, c'est évidemment très important pour nos droits internes. C'est le cas, par exemple, dans l'arrêt Buckley contre Royaume-Uni de 1996. Seconde petite remarque liminaire, l'atteinte évidemment la plus grave au droit au respect du domicile consiste logiquement dans la perte de ce logement. C'est pourquoi la Cour va chercher à assurer en amont au moins une garantie à cette perte. Toute personne qui risque, donc on est avant, qui risque de perdre son logement doit avoir la possibilité de faire contrôler la proportionnalité de cette mesure par rapport à l'article 8. Évidemment, même si c'est par un juge national, et surtout par un juge national. Même si le droit interne lui nie la possibilité de vivre légalement dans ce logement. C'est l'arrêt, par exemple, McCann contre Royaume-Uni. On voit que le Royaume-Uni est souvent condamné par la Cour dans cette affaire. Cette dernière phrase montre que, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, le juge européen refuse d'appliquer la théorie des mains propres. C'est-à-dire que même si la personne a perdu le droit d'occuper un logement, au regard du droit national, un tribunal indépendant doit statuer à l'égard de l'article 8, donc indépendamment du droit national. On voit aussi que la Cour va
encore protéger la personne logée en l'admettant comme une victime potentielle. L'ingérence, puisque l'ingérence dans la vie privée va être reconnue alors même que l'éviction, la sortie du logement n'est pas encore effectuée. Donc on est encore avant. C'est par exemple, elle va le faire dans un arrêt Kozic contre Croatie en 2009. Une des questions les plus délicates pour la Cour, des nœuds à démêler, c'est de savoir si l'ingérence de l'État national est justifiée ou pas. De façon classique, ici, on retrouve la même chose que dans toute la jurisprudence européenne, qui est 3 critères doivent être remplis, la légalité, la légitimité et la nécessité, dans une société démocratique. Et puis, il va s'ajouter un critère supplémentaire à ces 3 critères classiques, qui est, dans un arrêt contre la France, Winterstein, qu'on va voir tout de suite en 2013. Alors, les éléments que nous devons analyser ensemble sont la marge nationale d'appréciation. Quelle est la marge que la Cour laisse à chaque État? La Cour va reconnaître, dans une formule très classique qu'elle utilise souvent, une certaine marge d'appréciation aux autorités nationales qui, grâce à leur contact direct et constant avec ce qu'elle appelle les forces vives du pays, se retrouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur une situation et les besoins locaux. C'est l'arrêt, par exemple, Connors contre le Royaume-Uni. En 2004, elle va rappeler cette phrase classique. Mais elle va préciser que l'étendue de la marge nationale dépend du contexte. On revient à nouveau au contexte. C'est-à-dire, elle va nous dire ce que c'est que ce contexte, la nature du droit en cause, garanti par la Convention, son importance pour la personne concernée, la nature des activités soumises aux limitations, les finalités de ces restrictions, l'ampleur de l'ingérence de l'État et les garanties procédurales dont dispose l'individu. Donc elle va prendre en compte tout cela pour savoir quelle est la marge qu'elle laisse à l'État. Alors comment ça fonctionne concrètement? Plus le droit en cause est important, dans le sens où il concerne l'intime de la personne, ou lorsqu'il garantit des droits fondamentaux, et plus la marge de l'État est réduite. À l'inverse, la Cour va accorder aux autorités une beaucoup plus large marge lorsque l'État définit des politiques sociales et économiques, par exemple, comme dans le domaine de l'aménagement du territoire. La Cour donc va respecter le choix du législateur national, sauf dans un cas si le jugement se révélait manifestement dépourvu de base raisonnable et déraisonnable. Ici, la Cour va distinguer d'ailleurs les affaires qui relèvent de l'article 1er du protocole 1er, celui sur le droit de la propriété, et celle relative à l'article 8. Elle semble privilégier celle-ci, puisqu'elle dit que cet article 8 protège l'identité de la personne, son autodétermination, son intégrité physique et morale, et aussi, elle pense au maintien des relations sociales, et sa stabilité et sa sécurité dans la société. Dans l'affaire Buckley, que l'on a vue tout à l'heure contre le Royaume-Uni, selon la Cour, c'était une femme tzigane, avec un mode de vie nomade. Donc, elle dit que ses besoins spécifiques ont été respectés, ont été pris en considération par le Royaume-Uni. Mais elle va, en général, se positionner donc plutôt en faveur du logé que du logeur, plutôt que de la personne, plutôt que le logeur, si c'est l'État par exemple. Elle va pourtant mettre une limite. Elle va dire l'article 8 ne va pas nécessairement jusqu'à permettre aux préférences individuelles en matière de résidence de l'emporter sur l'intérêt général. Donc, elle va insérer une limite. Le troisième élément qu'elle contrôle, qui est celui sur lequel souvent les États finissent par être condamnés. Ils passent les 2 premières, celui de la légalité, celui de la légitimité, mais celui de la proportionnalité, souvent ils échouent à cette étape-là du contrôle. C'est donc la proportionnalité. Alors, les auteurs de la Convention, au lieu d'utiliser ce mot de proportionnalité, que nous utilisons beaucoup en droit national, ils utilisent celui de nécessité. Est-ce que c'est nécessaire dans une société démocratique? Elle ne réfléchit jamais que dans un cadre démocratique.
Et donc la Cour va surveiller si cette nécessité, qui est toujours prétendue par les États, évidemment, existe bien, ou bien si c'est juste une illusion que l'État essaie de justifier. Alors pour justifier, quel est le critère pour justifier cette ingérence? C'est l'existence d'un besoin social impérieux. Impérieux, c'est-à-dire vraiment qui est essentiellissime, on pourrait dire. S'il est prouvé par l'État, alors la mesure est proportionnelle. Si l'État n'arrive pas à prouver ce besoin social impérieux pour mettre les gens à la porte de leur logement, eh bien, ce sera considéré comme non proportionnel et donc il y aura violation et l'État sera condamné. C'est, par exemple, dans l'affaire Guillot contre le Royaume-Uni encore, que la Cour va le préciser. Alors, on va voir un cas de non-respect de proportionnalité concrètement pour voir comment ça fonctionne et surtout, ça touche une question délicate en Europe, une des nombreuses questions délicates, qui est l'intolérance au mode de vie des Roms, qui sont la population, en tout cas en France, la moins bien vue. C'est la toute dernière dans la classification des discriminations. C'est toujours celle qui est la moins bien vue et qui a le moins de droits. Alors, selon la Cour, la vulnérabilité de ces populations, du fait qu'elles constituent une minorité, implique d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre, à la fois dans le cadre réglementaire et à la fois dans les décisions individuelles. Et donc, l'article 8 impose une obligation positive du respect par les États contractants. Alors, on va voir une affaire qui donc concerne la France, justement, où on a évacué un camp de gens du voyage. C'est l'affaire Winterstein. Et on va voir comment les juridictions françaises ont réagi et ça n'a pas plu à la Cour. Donc, ils ordonnent, les juridictions internes françaises ordonnent une procédure d'expulsion sous astreinte des familles du gens du voyage, qui vivaient depuis de très nombreuses années, certains étaient même nés dans une des communes près de Paris, Val d'Oise. Et la Cour d'appel va confirmer le jugement de première instance en relevant que l'occupation des terrains par les intéressés était contraire au plan d'occupation des sols. Elle estime que l'action de la commune, reposant sur un fondement légal, ni le droit au logement, ni l'article 3, ni l'article 8 n'ont été violés, puisqu'il y a eu débat contradictoire et que tout a été respecté. La Cour d'appel va rejeter, on est toujours en droit français donc, va rejeter l'ancienneté, le fait que l'ancienneté de l'occupation ne donne aucun droit, pas plus que la longue tolérance par la commune de ces gens du voyage sur son territoire. Si ces décisions ne sont pas exécutées, finalement, beaucoup de familles s'en vont parce qu'elles ont peur de l'exécution et surtout elles craignent l'astreinte, l'aspect financier qu'elles devraient payer par jour de retard. La Cour juge considère qu'il y a une violation de l'article 8 par les juridictions françaises, donc par l'État français, parce que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce que l'expulsion des requérants ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Le besoin social impérieux n'a pas été prouvé par l'État français. Il n'a regardé que si c'était conforme au plan d'occupation, mais elle n'a pas pris en compte toute la situation. Et pourtant, elle avait reconnu qu'il y avait absence d'urgence et absence de troubles manifestes. Donc, si ces deux éléments n'étaient pas là, le besoin social impérieux n'existait pas, donc violation de l'article 8, condamnation de la France. Et la Cour va insister en disant que beaucoup de textes internationaux protègent ce mode de vie des Roms et que l'on ne peut pas expulser ces gens du voyage sans leur fournir un relogement, une autre solution. Et qu'il faut tenir compte de cette particularité de la minorité. Donc il y a donc bien des obligations positives qui vont s'ajouter aux obligations négatives de l'État. L'obligation négative, c'est protéger l'individu contre toute ingérence arbitraire, et puis vont s'ajouter des obligations positives. Alors nous avons, première obligation, c'est motivation adéquate par la nécessité, cette fameuse nécessité dont on parle. On peut remarquer que la Cour fait une hiérarchie entre les intérêts que l'État
doit mettre en balance, c'est son travail, il met en balance les intérêts. Au moment où elle examine la légitimité de l'ingérence de l'État, la Cour va établir qu'il y a des intérêts supérieurs. Par exemple, l'intérêt légitime de l'État de pouvoir contrôler sa propriété est secondaire par rapport au droit au requérant, au respect de son domicile. C'est dans l'affaire Orlić contre Croatie de 2011. Donc il faut motiver toute décision d'expulsion en prouvant qu'elle est nécessaire. C'est la seule possibilité, au risque de sans-abrisme, c'est-à-dire au risque de finir dans la rue. Le risque est tellement important que l'État doit motiver. Deuxième obligation positive, assurer un hébergement aux individus particulièrement vulnérables, dans des cas exceptionnels. Ici, c'est l'arrêt Yardonova contre Bulgarie, par exemple, en 2012, qui nous donne les règles. Les autorités n'ont pas l'obligation, en vertu de l'article 8, ça c'est très important, de loger les requérants. Ce n'est pas une obligation de l'État, donnée par l'article 8, d'accord ? Et dans l'autre sens, on n'a pas le droit à un logement, dû à l'article 8. Donc, cette obligation de reloger les sans-abri est limitée. Cependant, l'obligation de protéger des personnes particulièrement vulnérables peut découler de l'article 8. Ce n'est pas automatique, mais ça peut découler dans des cas exceptionnels. C'est l'arrêt Boudina contre Russie. Troisième obligation positive, il n'y en a que 4, aider les personnes mal logées dans leur démarche pour obtenir un logement décent. Ici, c'est un arrêt contre la République tchèque, par exemple, ou Alona et Walla, en 2016. C'est la question très délicate de, lorsqu'une famille n'a pas de logement décent, est-ce qu'on doit retirer les enfants de la famille? C'est ce qui a été fait ici. Ils ont retiré les enfants. Et la Cour va estimer que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, qu'il faut garder cette solution comme dernière extrémité, mais qu'elle aurait dû aider la famille à trouver un logement au lieu de retirer les enfants et regarder la famille se disloquer, d'autant qu'elle a confirmé le retrait des enfants sans regarder le dossier. Elle a confirmé quelques années plus tard sans re-regarder à nouveau le dossier, et donc elle va ici condamner la République tchèque parce que ça doit être vraiment un dernier recours d'enlever les enfants lorsque le logement n'est pas conforme, là aussi, à la dignité. Quatrième obligation, assurer la jouissance effective du domicile. Ici, c'est un arrêt Gladicheva contre Russie de 2011. Elle va s'intéresser à la réparation. C'est-à-dire qu'elle va se permettre, la Cour, de donner des injonctions, des ordres à la Russie, et elle va estimer que la Russie doit donner la pleine restitution du droit de propriété sur l'appartement et l'annulation de l'ordonnance d'expulsion. Donc elle va imposer à l'État une restitutio in integrum, ce qui évidemment est l'idéal du point de vue des droits fondamentaux, nettement moins du point de vue de l'État, évidemment. Et un tout dernier point doit être évoqué, ce sont les mesures nationales de rétorsion contre les associations qui défendent le droit au logement. Et ici, c'est contre la Suisse, une affaire contre la Suisse, Association Rhino contre Suisse de 2011, où il s'agit de la réaction contre les actions militantes. Alors, il s'agissait donc d'une association qui a occupé des logements vacants, mais de façon illégale. Et la Suisse a fait dissoudre cette association puisqu'elle avait fait une action illégale. Mais la Cour va estimer que le gouvernement suisse n'a pas suffisamment démontré que la dissolution de l'association, qui a porté atteinte à la substance même de la liberté d'association, était la seule option permettant. Elle n'a pas démontré qu'elle ne pouvait pas faire autrement, et donc elle va finalement soutenir, étonnamment si on peut dire, l'action illégale de l'association. En tout cas, elle estime qu'il aurait fallu trouver une autre méthode. Alors en conclusion, parce que ça fait un moment que je parle, on peut dire que la Cour européenne semble jouer pleinement son rôle de gardienne du caractère raisonnable de l'usage par les États des moyens d'établissement de l'ordre, de la sécurité ou de la propriété, puisque le risque, c'est de précariser des personnes déjà vulnérables. D'ailleurs, c'est une occasion de rappeler que la Cour a vraiment initié
une protection en Europe de la vulnérabilité. Elle insiste beaucoup sur cet aspect, et surtout, évidemment, dans une période délicate qui est celle de réduction budgétaire. On essaie de réduire les dépenses. Il y a peut-être un modèle parmi nous en Europe, c'est la Finlande. Je ne sais pas si vous savez que la Finlande a investi 240 millions d'euros en 8 ans, juste sur la question des sans-abri. Elle a inversé la technique habituelle en attribuant un logement à tout le monde sans condition, directement, et elle estime maintenant, 8 ans après, qu'elle a récupéré ses financements parce qu'il y a moins de prisons, moins d'hôpitaux, moins d'hébergements d'urgence, donc il n'y a plus d'hébergements d'urgence, et elle a effectivement réussi, dans une proportion très importante, à éliminer les sans-abri. Et en plus, elle a réussi à faire travailler 3 ministères en même temps pour résoudre cette question. Alors, est-ce que la France et l'Espagne sont prêts à cet investissement? C'est l'avenir qui nous le dira. Merci.